Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. 32 milliards pour l'hôpital, vraiment, est-ce que nous ne sommes pas face à un énorme mensonge de Gabriel Attal? Avant de répondre à cette question, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je veux remercier tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation au jour le jour en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Emmanuel Timbre, Nina Lafrance et Fernande Richter. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne, à lever le pouce, à diffuser sur d'autres réseaux sociaux et à écrire de gentils messages. Merci à tous. Alors hier, je vous avais demandé votre avis sur Michel Geoffroy, sur l'erreur notamment des complotistes vis-à-vis de la nouvelle classe mondiale. Nous vivons aujourd'hui l'effondrement du rêve de la superclasse mondiale. Je partage l'avis de Michel Geoffroy. On a tendance à déifier ces élites de Davos alors qu'ils sont dans une situation extrêmement compliquée. Il a tout à fait raison de dire qu'ils sont faillibles. Je vous mets par ailleurs son interview entière. Il faut absolument l'écouter pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, ils ont échoué dans un premier temps, même s'ils se sont enrichis. Vous vous en souvenez, dans les années 2000, ils nous expliquaient la mondialisation heureuse, qu'il y aurait du ruissellement dans ce travail de destruction des États et de libre-échange. Non, les seuls qui se sont enrichis, ce sont ces milliardaires. La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu'au cours de la dernière décennie. Or, pendant la dernière décennie, leur fortune avait déjà explosé. Depuis la pandémie, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, alors que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. En France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 86%. Avec les 236 milliards d'euros supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires français, on pourrait quadrupler le budget de l'hôpital public ou distribuer un chèque de 3 500 € à chaque Français. Les 5 premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie. Elles possèdent à elles seules autant que les 40% des plus pauvres en France. Et cet enrichissement historique des milliardaires a été rendu possible grâce bien évidemment à la réponse gouvernementale à la crise, grâce à la complicité d'Emmanuel Macron. D'un côté, l'État français s'endette de 600 milliards et de l'autre côté, d'autres empochent. Alors, Piketty a étudié ce phénomène depuis les années 2000 et il montre que les milliardaires se sont enrichis au détriment des classes moyennes. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de richesse des classes moyennes vers ces ultra riches. Oui, les classes moyennes sont en voie de disparition, sont dépouillées par le système ultralibéral. Et cela ne peut pas durer. On ne peut pas détruire éternellement l'industrie française, on ne peut pas détruire éternellement les services publics. Alors, entre en scène quelqu'un que vous connaissez bien, qui organise le Davos, puisque le Davos va s'ouvrir demain, c'est Klaus Schwab. Il écrit un livre en 2020, La Grande Réinitialisation. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette grande réinitialisation? Eh bien, que le système ultralibéral de libre-échange est un échec. Et oui, on ne peut pas continuer à tondre les moutons lorsqu'il n'y a plus de laine. Klaus Schwab voulait donc profiter de cette pandémie pour accélérer l'agenda de Davos dans ses deux principaux piliers. Premier pilier, la gouvernance mondiale. Est-ce que c'est une réussite en 2024? Non, c'est exactement l'inverse. Vladimir Poutine n'est pas battu, la Russie n'est pas coupée en quatre, c'est même exactement l'inverse qui se passe. La Russie est en train de battre l'Ukraine et les BRICS se développent. Oui, un véritable fiasco, le monde n'a jamais été autant multipolaire. Et puis, il y a le deuxième pilier, la quatrième révolution industrielle. Oui, Klaus Schwab nous vantait une sorte de prospérité due à la transition énergétique. 1100 milliards d'investissements annuels. Qu'est-ce que l'on constate? Que c'est un véritable fiasco. Et pourquoi? Parce que les énergies vertes, l'éolien et les solaires, ne sont pas fiables et elles sont très coûteuses. Elles font disparaître l'économie allemande comme l'économie française. Oui, un véritable fiasco. Et c'est pour cette raison que Michel Geoffroy a raison de dire qu'elles sont en panique.
D'autant plus que les peuples sont en train de se réveiller et comprendre leur politique. Manifestation d'agriculteurs. Des milliers d'agriculteurs arrivent à Berlin. La police ferme le centre-ville aux tracteurs. Ambiance festive à la porte de Brandebourg. Cette journée s'annonce historique à Berlin parce que les agriculteurs, les peuples ne veulent pas mourir. Ils se révoltent contre cette tyrannie des élites. Mais voilà, les élites ont un atout puissant dans leur jeu. Vous le savez, ils sont liés aux milliardaires, ils sont liés à l'information. Il y a des images qui en disent plus long que tous les discours. Quand les dirigeantes de l'audiovisuel public, le service public, Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, et Sybille Veil, directeur général de Radio France, attendent Rima Abdul-Malak à la sortie du ministère de la Culture, rue de Valois, pour l'applaudir et l'embrasser comme des groupies. Oui, cela en dit long sur la collusion entre les élites politiques et les élites journalistiques. Est-ce que je suis obligé de remettre le fameux diagramme de la famille Duhamel? Vous imaginez des journalistes et des ministres. Voilà. Donc, il y a une collusion entre les élites journalistiques et les élites politiques, financée bien évidemment par tous ces milliardaires qui possèdent l'ensemble des journaux. Puisque je parle d'Amélie Oudéa Castéra, on va revenir sur l'information que je vous ai donnée hier. Enfant scolarisé, Amélie Oudéa Castéra regrette d'avoir pu blesser certains enseignants du public. En assumant de scolariser ses enfants au collège-lycée Stanislas, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale a déclenché la fureur de la gauche et des syndicats. Les syndicats appellent donc à la grève et ils ont des armes contre leur ministre de tutelle puisqu'on a appris qu'elle a menti devant les caméras. Ils ne peuvent même pas être sincères sur des choses de leur vie privée. L'expérience du public par ses enfants se résume à 6 mois de petite section de maternelle. Florence était l'enseignante de Vincent et ne digère pas d'avoir été ainsi pointée du doigt. Je me sens personnellement attaquée, je n'ai pas été absente et quand bien même cela a été le cas, on était toujours remplacé. Il n'y a jamais eu de problème de remplacement à l'école Littré, qui est une petite école très cotée. Ses deux autres frères nés en 2008 et en 2011 n'ont jamais mis les pieds dans le public. Et ce qui est fascinant, c'est que je vois des électeurs de droite défendre passionnément Amélie Oudéa Castéra. Mais ces électeurs de droite, est-ce qu'ils ont la mémoire d'un poisson rouge? Est-ce qu'ils ont oublié que Amélie Oudéa Castéra est ministre d'Emmanuel Macron, qu'elle doit assumer le bilan de ce qu'il a fait, et on peut remonter jusqu'à François Hollande, parce que Emmanuel Macron était ministre du budget. Ce sont ces élites parisiennes qui ont démoli l'école publique et qui ont fait en sorte que des millions de Français n'aient plus une école de qualité. Au contraire, l'école publique a tendance maintenant à fabriquer des crétins et à vouloir fabriquer des woke. C'est ce que dit en substance Marie-Estelle Dupont. Le droit à l'instruction est un droit universel. Quand vous regardez les cahiers d'un élève de 5e, par exemple, en orthographe, il est à peine au niveau où on était il y a 30 ans en CM2. Moins un enfant est instruit, plus il est poreux à l'idéologie. Je vous mets par ailleurs cet extrait dans la description, il est très important parce que Marie-Estelle Dupont continue et montre que nos enfants à l'école publique sont victimes de l'idéologie woke. Et ces électeurs de droite, ils défendent donc le bilan de Pape Ndiaye et de Gabriel Attal. Tiens, puisqu'on parle de Gabriel Attal, on va revenir sur un de ses mensonges. Dans les 5 ans qui viennent, c'est 32 milliards d'euros supplémentaires qui seront investis pour notre système de santé, soutient Gabriel Attal, à côté de la nouvelle ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin. Pardon, j'ai eu une petite confusion lorsque j'ai vu sa tête. Je m'étais étonné hier, à partir du tweet de Béatrice Rosen, puisque le budget avait voté 600 millions d'euros d'économies en 2024. Comment peut-on annoncer d'un côté 32 milliards et faire des économies de l'autre? Bon, les spécialistes de l'hôpital nous ont donné la réponse, et notamment Philippe Juvin. 32 milliards pour la santé, cessons de raconter des histoires. Ce n'est pas une dotation supplémentaire, mais simplement la trajectoire déjà prévue jusqu'en 2027, conférait notamment le document. C'est incorrect de sortir des chiffres énormes sans les définir et de réduire la santé à des enjeux financiers. Et oui, c'est un tour de passe-passe qui est connu puisque déjà ils avaient prévu 19 milliards d'euros pour relancer les investissements. Alors j'aime bien le mot relancer les investissements. Non, c'est pour compenser les investissements qui n'ont pas été mis en place dans les années 2010-2020, puisqu'on a demandé à l'hôpital français de faire des économies drastiques. L'hôpital français est un
est en sous-investissement depuis plus de 20 ans. Et c'est pour cette raison qu'il est dans un état littéralement lamentable, que les salaires n'ont pas augmenté, que les infirmiers et les infirmières sont en train de partir et qu'on ferme des lits parce qu'il n'y a plus suffisamment de soignants. Alors, certains pourraient me dire, oui, mais 6 milliards 4 par an, puisque 32 divisé par 5, ça fait 6 milliards 4, c'est quand même colossal. Non. Pour une raison simple, c'est que d'abord, il y a de l'inflation, donc il faut amputer ces 6 milliards d'1,5 milliard, c'est à peu près le calcul des spécialistes. Ensuite, il faut ajouter que l'hôpital a fait des dettes parce qu'il n'a pas été suffisamment doté, donc il faut rembourser une partie des dettes. Et ensuite, comme il n'y a pas eu les investissements nécessaires, il y a du rattrapage. Si on ne les met pas, ces 3 ou 4 milliards donc par an, l'hôpital va ni plus ni moins disparaître. C'est une question de survie. Et puis, comme le note Revel, Emmanuel Macron a tendance à donner d'une main et à reprendre de l'autre. Élysée, 32 milliards pour l'hôpital qui en a besoin, mais avec quel argent? Déficit budgétaire, commercial, nous empruntons déjà 285 milliards cette année. Et nous devons faire 12 milliards d'économies. Arrêtez de prendre les Français pour des idiots. Pour bien comprendre ce tweet, c'est l'Union européenne qui exige une maîtrise des dépenses publiques, qui exige 12 milliards d'économies. Il faut donc s'attendre pour le budget 2025 que Catherine Vautrin fasse comme Aurélien Rousseau, qu'elle réclame des économies à l'hôpital. Macron vous donne d'une main ce qu'il reprend de l'autre. Pendant ce temps-là, la santé en France va continuer de se dégrader. Ce n'est absolument pas dans le programme de Davos de sauver le système de santé français. Vous attendrez encore des mois pour obtenir un rendez-vous chez le spécialiste, vous verrez encore ces images de patients mourir sur des brancards et vous aurez encore une augmentation de la mortalité infantile. Ce gouvernement ne veut rien changer parce que ses maîtres à Davos veulent que rien ne change. Tiens, hier, j'ai évoqué des sous-doués et j'ai oublié de citer Aurore Berger. Aurore Berger dans ses œuvres, Aurore Berger dans ses mensonges. Aurore Berger affirme qu'Emmanuel Macron n'a pas apporté son soutien à l'acteur. Non, Aurore Berger, Emmanuel Macron a bien défendu Gérard Depardieu. Je vous renvoie à l'entretien que j'ai consacré à ce sujet. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, Aurore Berger? De la réécriture historique. Oui, comme bonne disciple d'Orwell, elle essaie d'effacer les erreurs d'Emmanuel Macron en réécrivant l'histoire. C'est dire le niveau de déliquescence de ce gouvernement parce que même les journalistes les plus aux ordres se sentent quand même gênés de ce type de mensonge. Tiens, puisqu'on parle de ministres consternants, Stéphane Séjourné, il a fait l'unanimité contre lui du fait de ses fautes d'orthographe. Monsieur Frexit met l'accent sur un point important. L'Ukraine restera la priorité de la France, c'est Stéphane Séjourné qui l'affirme. Personnellement, je pensais naïvement que la priorité d'un gouvernement français, c'était la France. Et puis, vous ne trouvez pas cela curieux que le premier voyage d'un ministre des Affaires étrangères nouvellement nommé soit pour l'Ukraine, un pays qui n'est pas très important sur l'échelle mondiale. Et puis, le pouvoir de Zelensky ne tient plus qu'à un fil. Est-ce à dire que celui de Macron et des autres chefs d'État européens aussi, qu'ils se soutiennent afin d'éviter que le premier qui tombe entraîne toute la cordée? Parce que tous les analystes sont d'accord, la Russie a gagné la guerre. C'est d'ailleurs ce que vient répéter Alain Juillet, l'ancien directeur de la DGSE. L'Ukraine, c'est 1000 morts par jour. Il est temps d'arrêter. Il est temps de faire la paix sur la ligne de front parce qu'on sait très bien que c'est la seule solution et on le sait depuis le début. Mais voilà, comment les dirigeants européens peuvent se sortir du guêpier ukrainien? Ils ont soutenu Zelensky, ils continuent de le soutenir parce qu'ils ne savent pas comment sauver la face. Van der Leyen, par exemple, prétendait que les Russes manquaient de puces électroniques et que les soldats étaient obligés de voler des machines à laver pour en trouver. Les Russes s'amusent beaucoup avec ce bobard de propagande. Une photo d'une usine secrète du complexe militaro-industriel russe pour l'assemblage de calibres et de zircone. La source note que l'offre de machines à laver et de fours à micro-ondes capturés a récemment diminué de manière significative. Nous devons utiliser des grippins, mais il ne reste que 2 ou 3 jours. Ce type de plaisanterie pourrait nous faire rire, mais voilà,
Celle qui a tenu ce genre de bobard est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Lorsque quelqu'un est capable de mentir à ce niveau, cela en dit long sur sa moralité. Et puis la presse aux ordres, comment dirais-je, est mauvaise perdante. Elle s'attaque à celui qui a eu raison depuis le début, Xavier Moreau. Sous couvert de vérifier une fake news visant Xavier Moreau, fondateur de Stratpol et présentateur de l'émission L'échiquier mondial sur RT en français, TF1 a publié un article lui-même calomniateur. Un procédé qui n'a pas laissé dupe les internautes. Vous avez été racheté par le Gorafi, s'est exclamé l'eurodéputé Thierry Mariani, moquant sur X une publication pour le moins maladroite de TF1 et LCI, visant le 12 janvier Xavier Moreau, fondateur du think tank Stratpol et présentateur de l'émission L'échiquier mondial sur RT en français. Porte-voix de la propagande russe, Xavier Moreau est-il revenu en France pour éviter de se battre en Ukraine? Oui, selon une fake news sur les réseaux sociaux, Xavier Moreau se serait enfui de Russie, il serait même recherché par Interpol parce que la Russie voudrait saisir Xavier Moreau pour qu'il aille se battre en Ukraine. Faisait ainsi mine de s'interroger TF1. Dans l'article, ce média, dont la ligne éditoriale s'est révélée particulièrement hostile à la Russie depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, vérifie une fake news accusant le géopolitologue qui a la nationalité russe et réside à Moscou de s'être réfugié en France après s'être vu remettre son ordre de mobilisation par l'armée russe. Il faut savoir que Xavier Moreau a plus de 50 ans, c'était vraiment fantaisiste. Et même si LCI indique entre autres que cette publication affirme à tort que Xavier Moreau serait revenu en France pour éviter la mobilisation en Ukraine, le média en profite pour écorner la réputation de l'intéressé, qualifié de relais de propagande russe et s'adressant à un public complotiste. Alors là, je pense que vous serez d'accord avec moi, nous sommes en présence d'une merveilleuse inversion accusatoire. Vous avez les journalistes de LCI qui se sont trompés surtout pendant 2 ans, qui ont trompé les téléspectateurs pendant 2 ans, et qui accusent Xavier Moreau, dont les analyses se sont révélées justes, d'être un complotiste. Franchement, messieurs les journalistes de TF1, vous n'avez pas honte. Allez, ce journal vient de se terminer, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.